uma espécie de sociologia pragmática das situações catastróficas. Agora eu vou só fechar, eu prometo só fechar. Pode. Bom, na verdade o que eu propus, e aí eu vou realmente encerrar, que é porque eu fiz toda essa digressão teórica, a minha questão é como passar de toda essa reflexão sobre desses 3 gestos para pensar a questão do self. Então, o meu ponto fundamental era da sociologia dos problemas íntimos, e eu acho que de uma sociologia pragmática que se pretende pensar a questão do self, e eu só no estágio anterior eu me referi, porque uma das grandes influências que eu tive ao longo da minha tese foi a Archer, que foi mencionada pelo Fred, e ao Lair, que eles fazem uma mudança de escala e não pensando numa sociologia em escala individual, portanto, uma sociologia que pensa não a sociedade ou o coletivo, mas o indivíduo. E minha questão, na verdade, era como pensar uma pragmática da interioridade, que é um elemento que o Chateau Renaud tem trabalhado, a partir de todos esses pressupostos que eu tenho estabelecido como pressupostos ou gestos fundamentais da sociologia pragmática. E aí, na verdade, por isso que eu digo, eu vou terminar com aquilo que eu deveria fazer desde o início, mas aqui eu só quero, na verdade, estabelecer as perguntas fundamentais que eu acho que se pode fazer uma sociologia pragmática do self ou uma sociologia dos problemas íntimos. A primeira questão que eu queria colocar é uma agenda de pesquisa que leva a sério não o senso de justiça ou de realidade dos atores, como foi feito, sobre o qual eu falei, mas o seu senso de interioridade. Né? Não para fazer uma metafísica da interioridade, nem para cair no mito da exterioridade, também, porque a partir de uma certa compreensão parece que não existe nada de interior, tudo é exterior, numa certa tradição do pensamento filosófico ou até sociológico, e pensar a interioridade como uma instância pragmática mobilizada pelos atores. Isso pode ser incorporado desde no Rousseau, sobre a ideia de sentimento, de existência, a falas concretas dos atores, como dizer, não, mas para mim, mas eu penso, segundo eu mesmo, e dessa diferenciação, ou seja, o interior, assim como a justiça, assim como a realidade, são instâncias às que os atores se referem para definir, eles também se definem a si próprios. E a questão fundamental que eu quero só para fechar é como estabelecer um conceito mais inclusivo possível e desdeterminante, desdeterminado de self, não fazer isso só do ponto de vista da sociedade, mas também do self, e isso era uma questão fundamental para mim, para pensar a sociologia dos problemas íntimos. E a segunda questão é o ato de delegação, como delegar aos próprios atores pesquisados esses critérios de definição de si e da sua interioridade, que é você não estipular um conceito metafísico do que o ator é, do que é a sua interioridade, mas como delegar essa capacidade aos próprios atores. E, por fim, a questão seria o terceiro gesto, quais seriam as ocasiões ou momentos a serem enquadrados nos quais os atores explicitam que lhes é pertinente do ponto de vista de si, da sua identidade, da sua interioridade, o que pode ser pensado desde situações limite, como o Frederick falou, conversões religiosas, que foram aquelas que eu trabalhei na minha tese de doutorado, crises identitárias, mudanças de vida, e etc. Que, na verdade, eu termino com certas perguntas, que é uma proposição de agenda de algo que eu comecei a fazer, mas que eu acho que, enfim, eu preciso ainda desenvolver de forma mais sistemática e, enfim, na verdade, é uma abertura de diálogo mais do que um encerramento de uma proposta fechada e encerrada. Bom, obrigado. Muito obrigado, Diogo. Em seguida, nós teremos a apresentação da Laura Chartin, que é da École de Haute Étude en Sciences Sociales e com quem eu tive a honra de dividir, eu creio que em um ano em que ela esteve na USP, em cotutela, eu tive a honra de discutir essa pesquisa que ela irá nos apresentar aqui, intitulada O Self entre Coletivos, Envolvimento, Reflexividade e Experimentação de Si em uma cadeia de algodão agroecológico entre o Brasil e a França. Laura. Boa tarde a todos. Primeiro, quero avisar que eu vou fazer a minha apresentação em francês, então não sei se talvez tem pessoas que querem procurar a tradução, né? O aparelho de tradução que está aqui là fora. Donc, les questionnements que je vais présenter au cours de cette communication sont étroitement liés à l'analyse que j'ai faite de mon matériel empirique, récolté autour de l'enquête de terrain que j'ai réalisée donc dans le cadre de ma thèse en sociologie. Donc c'est pour ça que je vais essayer de m'attacher
à présenter l'ancrage empirique des questions que je soulève ici, montrer comment ces questions ont émergé de l'enquête et en même temps comment elles peuvent entrer en discussion avec certaines questions sociologiques théoriques plus générales. J'essaierai peut-être de faire référence rapidement à la présentation de Frédéric et à celle de Diogo. Mais je laisse volontairement assez ouverte la mobilisation des catégories d'analyse afin de les soumettre à la discussion avec vous ce soir. Alors, l'objet de ma thèse consiste en l'étude des formes d'évaluation et de justification qui sont relatives à des actions d'un certain nombre d'acteurs engagés dans la construction d'une filière de production et de vente de coton entre le Brésil et la France. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le self et la réflexion sur le soi ? Donc, je montre comment cet engagement des acteurs se constitue sous la forme d'une expérience au cours de laquelle le travail d'évaluation et de justification, tout en ayant pour objet premier les nécessités d'agencement et de coordination interne à la filière, prend appui sur des éléments hétérogènes, présents et passés, extérieurs à la filière. Donc, prendre pour objet l'étude de cette filière sous cet angle permet tout autant d'étudier les éléments relatifs à la construction de la filière en train de se faire que la manière dont la construction de cette filière reflète des jugements et des évaluations sur le monde social qui est en dehors de la filière. Alors, quel est l'objet plus spécifique de ma communication ce soir et pourquoi ce titre ? Donc, parce que dans l'expérience de la filière étudiée, différents collectifs se rencontrent et des nouveaux collectifs se forment. Alors, je donne une définition minimale de ce que c'est qu'un collectif. Donc en partant d'une très bonne définition que j'ai lue dans l'introduction de Qu'est-ce qu'un collectif du commun aux politiques, donc la présentation de ce numéro de la revue Raison Pratique, donc très bonne revue publiée par les éditions de l'EHESS et qui a son siège au CEMS. Et donc l'introduction de Kaufmann et de Traum, et donc il donne une définition du collectif. Donc, le terme collectif déplace l'enquête classique des sciences sociales, qui porte essentiellement sur les institutions et les structures sociales, vers les multiples modes d'assemblement interindividuel, alors que l'attention portée aux institutions, le mariage, la France, etc., privilégie les règles et les systèmes de relations qui régissent le fonctionnement des collectifs. L'enquête sur les divers modes d'assemblement éclaire le moment même de leur constitution. Elle met ainsi en évidence les procès qui, en amont, permettent à des individus de faire collectif, d'entamer une action conjointe, d'entreprendre ensemble, bref, de s'associer. Le terme collectif a l'avantage d'être neutre, il pointe vers l'assemblement au sens élémentaire du terme. Il n'a pas les connotations nobles du terme public, ni les connotations parfois négatives du terme communauté. Alors, dans la filière que j'étudie, les collectifs peuvent être passés et actuels, comme Frédéric l'avait mentionné. Ils peuvent exister indépendamment de la filière ou ils peuvent se former dans l'expérience de la filière. Donc les collectifs passés, ils restent dans la mémoire des acteurs et ils peuvent être activés au moment de la formation des jugements et des évaluations qui se font dans la filière. Donc ils peuvent être activés pour produire ces jugements. Les collectifs actuels, donc c'est différentes formes de collectifs dans lesquels les acteurs sont insérés, et les nouveaux collectifs qui se forment dans la filière en train de se faire. Donc l'expérience de ces différents collectifs, déjà existants, nouvellement formés, suscite la réflexivité des acteurs par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur propre engagement. Donc la réflexion sur soi se fait dans et depuis les collectifs qui s'entremêlent, dans un double processus d'attachement et de détachement entre le soi et les collectifs, qui se fait donc par le dialogue. Alors, est-ce que c'est des conversations internes ? Je ne sais pas, on pourra en discuter après. Donc, le soi, alors, dans cette conception-là, le soi, le self, n'est pas conçu comme une entité extérieure au social, mais au contraire, il est bien pris dans le social, si on suit aussi la définition qu'en fait Mead. Voilà. Après, je rejoins la conclusion, enfin ce qu'a dit Frédéric, en pensant qu'il faut plutôt penser un continuum entre l'intérieur et l'extérieur, plutôt qu'une rupture, enfin qu'un détachement entre les deux. Et
l'idée, c'est de travailler cette tension permanente qui peut habiter les acteurs sociaux entre le soi et le collectif et le rattachement à différents types de collectifs. Alors, quel collectif il y a dans la filière que j'étudie? Donc, à la fois, il y a les collectifs traditionnels, les classes sociales. Donc, par exemple, les agriculteurs font partie du collectif agriculteur, les acheteurs font partie du collectif acheteurs, parce qu'il y a plusieurs acheteurs qui achètent le coton, plusieurs agriculteurs qui produisent du coton, il y a des membres d'ONG, etc. Donc là, on a des groupes qui sont déterminés par leur position dans la chaîne de production. Et puis, il y a des multiples collectifs qui apparaissent, qui sont formés par les rencontres singulières et les interactions plus ou moins fixes, plus ou moins personnalisées, qui se font au travers de l'expérience de la filière. Donc, par exemple, les agriculteurs avec les acheteurs forment un collectif, les agriculteurs avec les membres d'ONG, les trois types d'acteurs ensemble, c'est-à-dire tous les acteurs qui participent à l'élaboration de la filière, forment un autre collectif. Pour donner donc quelques exemples. Alors, en premier lieu, je vais commencer donc par caractériser. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu la genèse de mon questionnement. Et je vais commencer par caractériser cette filière coton très rapidement pour qu'on essaye de comprendre pourquoi je thématise cet engagement de soi comme intéressant pour expliquer le maintien de cette filière. Alors, donc la filière coton se présente comme un assemblage fragile et précaire en train de se faire. Donc, quelques caractéristiques qui doivent retenir notre attention, c'est la petite taille des entités qui composent cette filière et la faiblesse des ressources économiques et matérielles qui lui sont associées. Donc, on a des ONG qui sont financées par un assemblage de différentes ressources qui imposent des directives qui contraignent plus ou moins les actions. Donc, c'est des ONG locales, mais qui sont insérées dans différents réseaux de discussion et d'appui et liées à des mouvements sociaux à la fois locaux et internationaux. Pardon, je parle trop vite pour la traduction. Sinon, j'ai envoyé le texte par email. Donc, on a donc des ONG qui sont situées au nord-est du Brésil, des agriculteurs qui sont tous précaires. Ils sont divisés en deux groupes. Donc, les anciens moradores, donc les métayers, qui ont une trajectoire de libération et d'installation dans des assentamentos, et ceux qui n'étaient pas moradores et qui étaient déjà propriétaires terriens. Donc pourquoi je dis ça? Enfin, je reviendrai dessus après sur pourquoi cette distinction est importante. Donc tout ça dans un contexte autour des années 2010 où les modes de financement des ONG évoluent au nord-est du Brésil, où l'État brésilien est amené à jouer un rôle plus important, et on observe des transformations très importantes dans le quotidien des agriculteurs au nord-est du Brésil. Et d'un autre côté, on a des acheteurs français qui, s'ils sont associés à l'élite, à une frange élitiste de la population française, qui sont issus des classes moyennes supérieures, ils ont étudié dans des grandes écoles de commerce en France, ont choisi un métier très peu rémunérateur, enfin ont choisi de travailler dans cette filière. Ils rencontrent des difficultés pour se rémunérer, ils vivent grâce au soutien personnel de leur famille, de leurs conjoints, et ils s'appuient aussi sur des financements de l'État français liés à l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc tout ça, c'est pour montrer vraiment la précarité, la fragilité économique de cette filière. Par contraste, on a la grandeur et la généralité des principes que mobilisent les acteurs au moment quand ils se rencontrent, au moment où ils décident de se lancer dans le projet de cette filière. Donc d'un côté, on a des membres d'ONG qui défendent le principe de l'agroécologie comme mode d'existence totale, c'est-à-dire qu'il doit englober différentes facettes de l'existence, aussi bien la production que la manière de vivre, la manière de considérer le rapport à la nature, les relations entre les êtres humains à l'intérieur de la famille, etc. Et qui se déploie aussi suivant des recommandations pratiques de production. D'un autre côté, on a les acheteurs français qui défendent le principe de commerce équitable avec l'idée d'appuyer le développement économique et social de ce qui est appelé les petits agriculteurs brésiliens. Donc, ils proposent un prix qui va être 2 fois supérieur, même quasiment 3 fois supérieur au prix du marché local, donc pour le coton produit par ces agriculteurs. Donc, il y a 2 grandes visées générales qui sont associées à la filière: préserver la nature, soutenir les petits agriculteurs.
Donc tous les acteurs sont d'accord pour dire que le marchand doit être un moyen qui est subordonné à ses finalités générales. Donc la filière, elle naît de cet accrochage et de cette grande justification générale et qui trouve son ancrage dans ce qu'on pourrait identifier, en suivant les termes de Boltanski-Thévenot, comme un compromis civico-marchand. Alors que Boltanski-Thévenot l'identifie comme impossible à être produit, à exister. Alors, l'assemblage de ces différentes caractéristiques fait rapidement naître, comme vous pouvez vous en douter, de nombreuses tensions dans la filière. Donc, dès que la filière commence à se faire, il y a vraiment une tension permanente qui est observée entre la production des justifications qui sous-tendent l'action et ces visées générales très fortes qui ont été fixées dès le début de la filière. Donc, dans ces moments d'épreuve, les acteurs sont amenés à revoir leurs intentions, leurs attentes, les visées qu'ils forgeaient initialement, pour s'adapter aux nouvelles contraintes qui surgissent. C'est-à-dire ils découvrent qu'il y a beaucoup plus de contraintes que ce qu'ils croyaient. C'est-à-dire les agriculteurs pensaient que les acheteurs allaient acheter le coton agroécologique tel qu'ils le produisaient, et en fait ils se rendent compte qu'il va y avoir un ensemble de nouvelles contraintes à respecter pour produire le coton suivant les exigences des acheteurs français. Donc la question se pose. Et donc il y a tout un travail de justification de part et d'autre par tous les acteurs concernés pour justifier le maintien de leur engagement dans la filière. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de rester engagé dans cette filière étant donné qu'il y a des contraintes, on ne sait même pas si le prix il est vraiment juste, etc. Donc la question c'est comment ça se fait que des acteurs engagent autant d'énergie dans un projet précaire dont l'existence est fragilisée, quel sens ils donnent à leur engagement et en quoi cela supporte les différentes actions et l'existence même de la filière. Et donc comment est-ce qu'on peut analyser sociologiquement cette forme de surengagement sans tomber soit dans l'accusation d'une forme d'aliénation et de domination gestionnaire, soit croire en une totale émancipation des acteurs. Alors, là, je vais aller plus vite parce que on est à combien de minutes ok. Alors, du coup, quand j'avais fait mon terrain, j'avais déjà identifié, au moment où j'ai fait mon terrain, j'identifiais cette forme de surengagement des acteurs. Et je me suis demandé si la distinction opérée par Durkheim entre la personnalité individuelle et la personnalité sociale était intéressante, en me disant qu'il pouvait être intéressant de remobiliser l'idée de personnalité individuelle. De Durkheim. En fait, Durkheim écarte de l'objet de la sociologie la personnalité individuelle. Il dit que l'objet de sociologie, c'est uniquement l'étude de la personnalité sociale. Il dit que la personnalité individuelle, c'est la manière singulière dont les individus s'approprient les normes sociales. Et je ne savais pas trop à ce moment-là comment lier ça à l'ensemble de mon analyse. J'ai laissé ça de côté. Alors, je pense, mais sans en être sûr, que ça peut être relié à la distinction que fait Mead entre le I et le me. Si j'ai bien compris Mead. Voilà, alors, quand j'ai réalisé mon enquête, donc j'ai suivi des acteurs qui étaient engagés dans la filière, donc j'ai fait une ethnographie, alors non pas une ethnographie minutieuse des pratiques, mais disons que je suivais les acteurs, mais je faisais beaucoup d'entretiens et de conversations, et j'avais beaucoup de conversations un peu spontanées. Donc à la fois en me basant sur un guide d'entretien que j'avais préconstruit, puis en adaptant mes questionnements en fonction de ce que je découvrais au cours de l'enquête. Et donc je justifie l'importance de l'entretien et de la conversation par le caractère éclaté de la filière, donc le fait que je ne pouvais pas rester à un endroit, je ne faisais pas une ethnographie d'un hôpital, je ne pouvais pas rester scotché dans un couloir d'hôpital pour étudier tout ce qui s'y passait. J'étais obligée de me déplacer entre les agriculteurs, les acheteurs, les membres d'ONG, etc. Donc pour recomposer toute la construction de cette filière, je suis passée par les récits des acteurs, les narrations que les acteurs pouvaient faire sur leur engagement dans la filière. Alors à la fois donc, des éléments descriptifs, sur des anecdotes, des processus en train de se faire, des disputes, etc. Et en même temps, j'ai récolté des éléments sur leurs histoires de vie, sur leur trajectoire, etc. Alors, donc, une fois la confiance donc, des enquêtés gagnée, la situation d'entretien et de face-à-face pouvait se constituer
aussi comme un moment de confidence où les enquêtés exprimaient des réflexions qu'ils se faisaient pour eux-mêmes. Alors, peut-être que là, ça peut rejoindre l'idée des conversations internes. Est-ce que le moment d'entretien peut être conçu comme une prolongation d'une conversation interne qu'un acteur aurait avec lui-même? Je pense que c'est une question un peu délicate, mais il est évident que le sociologue, l'enquêteur suscite des réflexions qui introduisent une forme d'extériorité par rapport à ce que l'acteur se dit pour lui-même, mais on peut aussi comprendre ces moments de confidence comme une prolongation de type de réflexion que les acteurs se faisaient pour eux-mêmes et qui n'exprimaient pas toujours face aux autres acteurs de la filière, mais là, comme j'étais un peu extérieur par rapport à tout ça, il se confiait quand même pas mal à moi. Donc, du coup, j'ai saisi cette forme de réflexivité par le langage, donc cette réflexivité étant conçue comme une opération pratique qui n'est pas détachée de l'action, mais qui l'alimente et qui est alimentée par l'action. Alors, j'essaye d'aller un peu vite pour avoir le temps de présenter les portraits des acteurs. Alors, ensuite, comment j'ai essayé de construire un cadre d'analyse. En fait, au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à savoir comment j'allais relier la construction des dispositifs qui se font dans la filière. Donc, il y a différents types de dispositifs. Il y a la production, la certification, le calcul du prix juste, etc. Donc, comment j'allais relier... Donc, tout ça, c'est les chapitres de la première partie de ma thèse. Comment j'allais relier la question des dispositifs en train de se faire, qui se constituent comme des micro-problèmes publics à l'intérieur de la filière, parce qu'il y a des discussions sur les attributions de responsabilité, etc. Comment j'allais relier ça aux histoires de vie, aux trajectoires? Comment j'allais faire? Enfin, c'était assez complexe parce que parfois j'avais envie d'expliquer plein de choses avec les histoires de vie. Tout ça. Bon, donc du coup, j'ai décidé d'en faire l'objet de ma deuxième partie de thèse. Et donc, dans la deuxième partie de la thèse, je montre comment les acteurs reviennent sur des éléments de l'action qui apparaissent dans la première partie de la thèse, et en mettant en lien la manière dont ils s'engagent dans l'action, dont ils justifient leur engagement dans l'action avec des éléments de leur histoire de vie. Donc il y a à la fois je suis les acteurs en train de raconter ça et en même temps je produis une analyse extérieure puisque je réalise des liens que eux-mêmes ne font pas forcément entre des éléments de leur passé et la manière dont ils s'engagent dans l'action. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir quand je vais présenter quelques portraits. Voilà. Donc j'ai essayé de construire un cadre d'analyse. Donc, je détaille très rapidement pour montrer quelle est la place de l'évaluation de soi par rapport à d'autres formes d'évaluation et pourquoi c'est pertinent de le détacher. Donc, j'ai distingué, si on reprend la distinction que Simmel fait entre le fond et la forme, si j'ai bien compris ce que c'était que le fond et la forme, donc je dirais qu'il y a des points d'appui de l'évaluation, les formes. Donc, quels sont les éléments par lesquels on peut exprimer ce qui est bien et mal? Comment se fait l'évaluation à partir de ces éléments? Donc, j'ai distingué des affects, les émotions. Donc, parce que je me sens bien, etc. Donc, ça rejoindrait la première forme d'évaluation dont parlait Alexandra hier en s'appuyant sur Dewey. La quantification, donc une évaluation qui est exprimée par des nombres, des chiffres et du quantifiable, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affect. Hein, c'est des séparations qui se font par le langage. Mais en réalité, tout est lié. Dans la... Et alors, un troisième point d'appui de l'évaluation, c'est les réserves d'expérience. Donc, je reprends Daniel, dans le livre qu'il a écrit sur la phénoménologie de Schütz, parle beaucoup des réserves d'expérience. Et je pense que j'en fais une lecture hyper réduite par rapport à ce que c'est qu'une réserve d'expérience. Je ne sais même pas si c'est donc le bon terme qu'il faut utiliser. Mais bon, c'est pour exprimer l'importance des évaluations qui sont exprimées par la comparaison entre différentes expériences temporelles. Donc pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus? Parce que dans le passé, quand je présentais les résultats de ma thèse, on me disait « Ah mais oui, mais tu vas te faire démonter par les bourdieusiens, ils vont te dire que tu étais trop naïf, tu avais trop suivi tes acteurs, etc. En fait, c'est juste une entreprise de domination. » Bon. Et du coup, moi, je décide quand même de prendre un peu plus au sérieux ce que me disent les acteurs. Déjà, on peut voir que les agriculteurs ont le choix de quitter la filière. Ça, j'ai oublié de le dire avant, c'est important. Ils produisent plein de choses différentes. Le coton, c'est une chose parmi d'autres.
ils partent très facilement de la filière, etc. Et puis surtout, ils comparent en fait beaucoup l'expérience qu'ils ont d'interaction avec ces acheteurs français par rapport aux expériences qu'ils ont. Je parle trop vite. Attends. Donc, ils comparent l'expérience qu'ils ont avec les acheteurs français, avec les autres expériences qu'ils ont eues, notamment avec ce senior d'Amoradia, là, le patron qui dominait de manière très très forte ces agriculteurs. Donc la dimension de la comparaison temporelle est très importante. Alors, après, si je regarde le fond de l'évaluation, qu'est-ce qui est évalué ? Qu'est-ce qui est visé dans l'évaluation ? Je distingue 3 choses. Il reste combien de temps ? En fait, je suis complètement perdue. Il reste 5 ? Ah, days, ok. Alors, d'accord. Donc d'un côté, il y a les visées générales, le bien commun. Donc, quelles sont les visées générales ? Donc, par exemple, on justifie l'action en fonction d'une visée générale. Il faut soutenir l'agroécologie, préserver la nature, donc on produit comme ça, etc. Il faut soutenir les petits agriculteurs. Donc, c'est des idéotypes qui sont puisés dans les argumentaires des mouvements sociaux et qui font agir et qui agissent fortement dans la filière et qui sont travaillés par les acteurs au moment des épreuves. Ensuite, il y a ce qui est justifié par rapport aux interactions, aux réciprocités, donc c'est-à-dire c'est autrui qui est clairement nommé, désigné. C'est-à-dire on justifie l'action par rapport à autrui. Et donc ça surgit dans les moments d'épreuve de la filière, quand les acteurs doutent de la manière s'ils vont rester engagés ou pas dans la filière. Donc le réengagement, la confirmation d'engagement, elle est justifiée comme une forme de réciprocité, par exemple des agriculteurs envers les acheteurs français, ou de façon plus implicite envers les membres d'ONG. Et après le soi, donc l'évaluation par rapport à soi, pour soi, donc, qui peut être effectivement très lié aux 2 autres aspects, mais c'est les moments de langage dans lesquels l'acteur justifie les actions en fonction de lui-même pour lui-même, en fait, parce que ça lui permet de gagner une valeur de lui-même, ça lui permet de se sentir valorisé, etc. Et donc je montre que j'observe parmi ces différents acteurs qui sont situés à des endroits différents de la chaîne de production, donc qu'ils soient agriculteurs, acheteurs, membres d'ONG, pour tous ceux qui restent engagés, il y a une chose qui est assez étonnante, mais qui est très intéressante, je pense, c'est le fait que l'expérience de la filière leur permet de valoriser leur propre singularité et de revenir sur leur histoire de vie, de narrer leur histoire de vie à partir de manière plus valorisante que ce qu'ils faisaient avant. Donc en valorisant le fait qu'ils se sentaient différents des autres personnes avec lesquelles ils étaient engagés dans des collectifs dans leur passé. Donc ça leur permet de s'appuyer sur cette valorisation de soi. Alors j'ai quelques portraits d'acteurs, mais je crois qu'il me reste très très peu de temps. Donc j'avais 6 portraits d'acteurs à vous présenter. Je vais aller très vite du coup. Alors, par exemple, on va prendre un des acheteurs, Marc. Donc, il est fils unique, il vient d'un milieu très simple, suivant ses propres dires. Il ne se reconnaît pas parmi ses camarades héritiers d'école de commerce. Et donc, il raconte son histoire de vie depuis l'expérience de la filière. Il valorise son expérience, il dit en école de commerce, il dit avoir appris beaucoup de choses pratiques, utiles, qu'il souhaite mettre immédiatement au service des visées générales des projets d'aide au développement. Donc, à l'occasion d'un stage qu'il réalise en Amérique latine, il rencontre un prêtre qui lui fait réfléchir à des questions existentielles et qui lui permet de consolider ses valeurs. Voilà. Donc, il est rapidement employé par l'entreprise qui commence à acheter du coton à ses agriculteurs. Il se charge tout de suite de la mise en forme industrielle logistique du projet. Et pour lui, l'engagement dans ces activités procédurières, rationnelles, bureaucratiques, qui sont un sale boulot, enfin, c'est pas très intéressant à la base de passer sa journée à faire du secrétariat, des mails, etc. Pour lui, c'est une manière, en fait, il le justifie par la nécessité de
de soutenir les visées de la filière, dont j'ai déjà parlé avant. Et il a cette ambition de vouloir créer un projet réplicable à l'infini dans le monde entier qui pourrait sauver en fait toute l'agriculture familiale, etc. Et en même temps qu'il s'engage dans ses activités techniciennes, il aura